Cette présentation, je l'ai faite il y a, en juin pour le Solscope, le dernier Solscope. Et puis, puisque le sujet s'est adapté à cette demi-journée, on a dit pourquoi pas ne pas la repasser. Alors je vais essayer d'être le plus rapide possible parce que je pense que ça commence à faire un peu tard. Là, je peux changer moi-même ici. D'accord. Voilà, bon, cette église, elle est à Draguignan, dans le Var. C'est pas tout à fait un monument historique. Du coup, il y a peu de moyens dans la ville de Draguignan pour la suivre et l'entretenir. Et cette affaire, elle est emblématique dans le sens qu'elle est suivie. Là, pour une fois, le suivi est continu depuis les années 60. Voilà, on a un suivi depuis les années 60, depuis qu'elle a été, depuis le dernier confortement qui a eu lieu. Alors, sur l'historique, bon, l'église date de première église de 1356, et puis entre 1861 et 1864, l'église est démolie, entièrement reconstruite. Et malheureusement, tout de suite après, on commence à voir encore une évolution qui ont poussé à la fermer en 1957. Alors, entre 61 et 64, il y a eu d'importants travaux de confortement avec un architecte des monuments du bâtiment de France et M. Kérizel. Tout à l'heure, on va parler de sa passion pour ses ouvrages. Du coup, il y a une démolition des voûtes de la nef et puis surtout le chaînage, un grand chaînage principal assez important. Et du coup, juste après ces travaux, il y a eu un système d'auscultation régulier. On peut dire 71, c'est avec tous les éléments, plus ou moins, de suivi par des cabinets de géomètres, par Simexel, puis qui est devenu Arcadis. Alors, on compare très rapidement entre l'ancienne église et la nouvelle à droite. On voit qu'il y a eu un agrandissement de cette église. Par contre, le chœur n'est pas trop changé. Voilà, là aussi, ces images sont intéressantes parce qu'on voit comment, avant 1957, il y avait les voûtes en maçonnerie, et puis ils ont pris le choix d'enlever les voûtes et de mettre cette toiture plus simple. Et je parlerai tout à l'heure du chaînage qu'il y a eu. Je passe rapidement les ingénieurs qui ont travaillé sur cette affaire, mes collègues. Bon, ça a commencé par Jean Kérizel, puis après il y a eu Jacques Robert, puis d'autres personnes, et puis aussi en mesure, il y a eu pas mal de personnes qui ont travaillé sur cette affaire. Bon, c'est pour l'anecdote, puisqu'on parlait de Kérizel aussi. C'était des communications avec le maire de Draguignan en lui informant qu'il est maintenant président du Comité international mécanique des sols qui court le monde et qu'il va essayer de faire son mieux pour répondre au maire pour venir sur place voir qu'est-ce qu'il peut faire. Alors, sur la géologie, je ne sais pas si on le voit bien, oui. Sur la géologie, c'est vrai que cette église, elle est dans le centre historique de Draguignan, qui, lui, n'est pas le plus critique, je dirais, parce que c'est le Muschelkalk, avec des calcaires et de l'omie, et le Kupper, qui est plus méchant dans la problématique de gypse et de dissolution, est plus au nord. Mais ce substratum, il est quand même assez chahuté, même si ce n'est pas tout à fait le Kupper. Il y a une série de failles qui ont dû l'affecter. Ces failles, probablement, ont été remplies par des matériaux qui viennent du Kupper, qui, eux, sont évolutifs. Du coup, on a deux aspects. On a des matériaux en surface évolutifs provenant du Kupper et aussi des différences de niveau dans le substratum qui peuvent être assez rapides, assez violents. Et puis, dans des études plus récentes, faites par le BRGM et puis le ministère de l'Équipement,
c'est que par analyse de réflectométrie radar, on constate que ces zones il y a une subsidence, c'est-à-dire il y a un affaissement lent de ces zones sur des périodes. Bon, là, l'analyse a été faite sur la période 2002-2010. Alors, si on va plus vers l'aspect, je dirais, géotechnique, il y a eu plusieurs campagnes de reconnaissance à partir des années, dès qu'ils ont dès qu'ils l'ont fermé, hein, dès que les projets de confortement ont été entrepris. Et puis, il y a eu aussi une reconnaissance par microgravimétrie entre 88 et 90. Et ce qu'on constate sous l'église, c'est qu'il n'y a pas de vide franc, parce que ce qu'on craignait, qu'il y ait des vides de dissolution, non, il n'y a pas de vide franc. Par contre, on peut avoir des différences de niveau de substratum assez variables, voire assez violents. Je donne l'exemple ici, par exemple, entre le sondage de gauche et le sondage de droite, où on voit que dans le sondage de gauche, on touche le substratum à quelques mètres. Sondage de droite, au fond du sondage, on le cherchait encore, le substratum. Du coup, il y a des décalages au niveau du substratum. Je passe rapidement, mais parce qu'on fait de l'histoire, pour vous montrer un peu comment c'était un peu ces essais, comment c'était présenté, hein, ces essais de microgravimétrie. Par exemple, pour l'époque, c'était le matériel le plus pointu, je dirais, en précision assez forte pour l'anomalie de Booger. Et là, on constate effectivement que cette analyse par microgravimétrie a montré que au centre de l'église, on avait quelque chose d'assez compact, mais dès que on sortait, je ne sais pas si j'ai... Non, ça c'est, je ne sais pas si c'est pour pointer. C'est pour pointer. Ouais, au centre de l'église ici, on avait quelque chose de compact. Et puis après, on constate que les valeurs chutent, ce qui peut signifier qu'il y a soit des matériaux en surface. Dans le cas présent, on n'a pas de vide, hein, ça veut dire que là, on a des matériaux qui sont moins denses, moins compacts. Bon, c'était un peu compliqué de faire ce genre de campagne, vous savez, en microgravimétrie en centre-ville, où il y a plein de réseaux, de galeries, de caves, de sous-sols à côté, comme toujours. Bon, quelques plans. Alors, le projet de confortement a consisté à celui des années 60, à chaîner essentiellement la structure. Il y a eu deux systèmes de chaînage, un chaînage latéral, une hauteur de 9,55 m, un chaînage central, une hauteur de 10,35 m. Alors, et puis entre 61 et 65, toujours ces travaux, la démolition de la voûte de la nef, mise en place de ces chaînages. Bon, je vous montre une petite image, comment ça peut vieillir, évoluer ces chaînages, et puis une nouvelle couverture sur charpente. Alors sur l'auscultation, parce qu'on parlait tout à l'heure, dès 66, dès que les chaînages ont été mis, on a mis des cordes vibrantes pour mesurer la tension dans les chaînages. Il y a eu le nivellement des piliers, là, des socles des piliers dès 71, puis après des mesures d'écartement. Effectivement, il n'y avait pas encore à l'époque de la convergence optique, du coup on utilisait les fils Invar qu'on utilisait dans les tunnels pour mesurer la convergence ou l'inverse. Et puis mesure d'inclinaison, alors là c'était des inclinomètres assez spécifiques, c'était les inclinomètres de Simexol à l'époque, les IMS, puis fissuromètre Rabi, qu'a parlé tout à l'heure M. Dupuis, et puis le suivi topographique de la tour du clocher. Ça c'est la donnée, je pense qu'il y a maintenant qu'on surveille de plus, c'est de voir comment cette tour de clocher, elle penche. Bon, voilà, ça c'est bon, peut-être à l'échelle, peut-être c'est mieux de le voir ici. On constate que les problématiques sont au niveau du cœur de l'église, où on a des tassements aujourd'hui qui atteignent, depuis le début de cette auscultation-là, c'est-à-dire 1971, on a à peu près 20 cm ici au niveau du cœur.
Alors je ne vous dis pas dans toutes les décennies d'avant de combien ça a évolué, c'est-à-dire ça travaille en permanence. Et puis très peu ici de ce côté-là de l'église. Et nous, ce qui nous inquiète le plus, on verra, c'est la tour du clocher qui est là, ici, et qui, elle, est en train de pencher vers l'est, vers ce côté-là. Bon, les chaînages, ils évoluent très très peu. On n'a pas constaté des évolutions très fortes depuis que ces chaînages ont été mis. Il y a eu d'autres travaux après aussi. Du coup, parfois, ils ont été mesurés un peu plus tard. Bon, là, je vais m'attarder un peu sur cette courbe-là parce qu'elle est intéressante. Parce que là, c'est depuis 93, c'est des mesures XY par géomètre et qui nous donne l'évolution. Alors on part de ça, je vous dirai pourquoi, mais on part de ça. Et puis aujourd'hui, voilà la courbe d'évolution des déplacements du clocher avec le temps. Alors on a 14 cm entre 92, c'est-à-dire elle s'est déplacée encore de 14 cm de 92 à 2019. Voilà. Et aujourd'hui, on mesure quand même, c'est là où on va être étonné, on parlait de Pise tout à l'heure, c'est un peu la tour de Pise. On a un écart de 1,055 m entre la croix et le centre du clocher au sol. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, on a une tour qui a 1 mètre au niveau de la croix en haut. Et par contre, ce qui est rassurant, bon, on ne sait jamais, vous savez comment ça peut évoluer après. Donc, les dernières mesures sont quand même plus ou moins rassurantes. On est dans une phase de stabilisation, mais attendons voir. Là, je passe ça. Je veux passer très rapidement, c'est que dans les années effectivement 90, au début, c'est ce qui a peut-être évolué, ce qui a contribué à stabiliser, mais on a entrepris une campagne d'injection solide, technique qui était pas mal utilisée à l'époque, peut-être un peu moins maintenant, dommage. Voilà, du coup, on a entrepris une campagne de faire de l'injection solide comme la technique que vous connaissez, c'est surtout d'améliorer les caractéristiques des terrains en place. On parlait tout à l'heure des micropieux, etc. C'est difficile dans les monuments pour aller faire la liaison au trouvé. Et à l'époque, on a pensé que ce n'était pas le seul ouvrage, que traiter les terrains, améliorer les terrains en place, c'était peut-être la meilleure chose. Bon, cette campagne d'injection solide, je dirais, elle était moyennement efficace ou moyennement, les résultats ont été moyennement bons parce que l'incorporation n'était pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait, alors que c'est des forages qui étaient très très profonds, jusqu'à 50 mètres en profondeur et en forage. Et par contre, on a réussi à mettre essentiellement, ce qui confirme un peu les problématiques, on a essayé de mettre. Ça, c'est la tour du clocher. On a réussi à mettre pas mal à cet angle-là, qui d'ailleurs, c'est l'angle qui bascule un peu relativement et qui fait pencher la tour vers l'est. Voilà. Alors aujourd'hui, le comportement général, on a toujours des tassements qui sont de l'ordre de 2 mm par an, côté est, et 1 mm côté médiane. Ralentissement des tassements par rapport aux années 80-90, ralentissement du basculement de la tour du clocher, c'est l'élément qui nous fait le plus peur, je dirais, c'est le clocher qui bascule. Et du coup, on se demande est-ce que les injections solides des années 92 n'ont pas un peu contribué à le ralentir. Alors depuis aussi cette époque-là, on a beaucoup insisté auprès des services techniques de la ville de bien collecter les eaux de ruissellement, empêcher toute infiltration dans les eaux, parce que vu le caractère évolutif de ces matériaux. Et puis, et dernièrement, on a fait une étude assez succincte pour voir la stabilité, la résistance et la stabilité de la tour. Bon, je vous rassure, 1 mètre, ça reste largement encore stable en termes de basculement. Par contre, ce qui nous inquiète, c'est que les contraintes dans la maçonnerie, du côté où ça penche, deviennent un peu fortes. Du coup, on a fait une analyse, je dirais, je la passe rapidement, assez rapide pour voir avec le mètre de déplacement qu'on a déjà, avec des vents normaux et puis des vents extrêmes,
qu'est-ce que ça donnait au niveau de la maçonnerie. Bon, on trouve qu'aujourd'hui, dans l'état actuel, si on prend les vents de la région, là-bas, suivant les normes, et puis avec basculement, la contrainte passe, mais si on multiplie ce vent, par exemple, par 1,5, eh ben, ça ne passe plus en termes de contrainte dans la maçonnerie. Pareil, si demain cette tour allait pencher de 2 mètres au lieu de 1 mètre, le vent normal risque aussi d'écraser la maçonnerie. Du coup, ça passe, mais il ne faut pas attendre beaucoup avant de faire quelque chose. Voilà, du coup, aujourd'hui, la problématique avec le maître d'ouvrage, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de moyens. Bon, on est en train de continuer à faire les mesures. On n'a pas de mesures automatiques, hein, c'est que des mesures périodiques qu'on fait, que ce soit par géomètre, que ce soit par capteur, voir si on ne met pas des mesures permanentes sur la tour, comme des inclinomètres, et puis commencer à réfléchir, si un jour il faut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà, merci.